Bienvenue à Sébastien Auvard. Merci pour cette interview. Je vous le présente. Il est fondateur du bar à jeux Moi, je m'en fous, je triche. Vas-y, je te laisse te présenter ton parcours. Alors moi, je suis joueur depuis fort longtemps aux jeux de rôle et jeux de société surtout, euh, d'autres choses aussi. Et effectivement, en termes de jeux de société, moi j'ai fait pas mal d'animations jeux et de faire découvrir des jeux à des époques où c'était moins répandu qu'aujourd'hui. Et avec effectivement trois copains et copines, on avait monté une association qui s'appelle Moi je m'en fous, je triche, qui existe toujours, qui est un bar associatif jeux de société. Voilà, à côté de ça, bon, j'ai continué à jouer pas mal. Pas mal de jeux de rôle grandeur nature, notamment et de jeux de rôle sur table d'ailleurs aussi. Et puis depuis une quinzaine d'années, je travaille avec du jeu, mais pas sur le jeu strictement, dans mon métier qui est surtout de faire de la formation et de l'éducation populaire. Et du coup, tu as fait des études ou pas du tout? Comment t'es arrivé à créer l'association? Sur la partie animation et connaissance de jeu, bah, je me suis formé comme tout le monde en jouant et en expliquant à des gens et en discutant. Et sur le reste, après, moi, je me suis beaucoup documenté sur de l'écrit, sur l'histoire des jeux, sur de l'anthropo, sur des enfin, sur plein de choses autour du jeu et de ses usages. Voilà, aux époques où j'étais à fond là-dedans, sur plus ou moins tout ce que je réussissais à trouver d'édité dessus, qui là encore, en fait, c'était pas non plus tant de choses que ça. C'est pas forcément que des études en spécifique sur les jeux de société, ça peut être des études complètement autres. Ah, d'accord. Eh ben, moi, au départ, ça n'a rien à voir avec rien de ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture. Et ensuite, j'ai fait un DEA de didactique des disciplines scientifiques. Donc, autour de la question de vulgarisation scientifique et du travail des musées avec des bouts de sciences de l'éducation. Ok, et du coup, tu as trouvé un travail directement ou après tu t'es lancé dans l'association? J'ai trouvé un travail, pas tout à fait directement, mais pas très longtemps après, en musée. À l'époque, Muséum de Lyon, musée Guimet, qui est devenu musée des Confluences depuis, pour faire de la médiation. Et en parallèle de ça, moi, j'ai fait pas un travail bénévole, mais travail de faire de l'animation dans les bars, puis de monter cette association-là, de bar associatif. Mais ça a toujours été sur le registre bénévole, pour le coup. Tu as créé en parallèle le bar, l'association. Oui, oui, bah là encore, pas tout seul. Mais oui, on était quatre. Enfin, quatre officiels plus une, donc cinq, à avoir monté ça tout à fait en marge de nos boulots. Donc, ça a pris de l'ampleur et ça a bien marché, et bien plus que ce qu'on imaginait. Mais au départ, c'était quand même un petit truc qu'on montait. Un petit truc pour essayer parce qu'on avait envie, mais il n'y avait pas d'autres modèles de ce type-là qui fonctionnaient vraiment. Donc on était vraiment pas sûr que ça prenne du tout, ni qu'on passe la première année quand on s'est lancé. Oui, on a lancé à très petite échelle. Est-ce que tu avais déjà été dans un bar à jeux de société ou pas du tout? Non, Non. non, mais à cette époque-là, je sais même pas si on existait tant que ça. Enfin, il y avait Loya à Paris, mais qui est un modèle société, enfin d'entreprise. Et sur le reste, sur les formats associatifs, vraiment autour du jeu de société, je suis même pas sûr qu'il y en avait tant que ça. Et alors pourquoi ce nom, ce titre Moi, je m'en fous, je triche. Il y en avait déjà parce que ça nous amusait. Euh, c'est la raison principale. Et que si on essaye d'être sérieux, c'est parce que, enfin, pour moi, et je n'étais pas le seul à l'époque, le fait de tricher, pour nous, ça fait partie du jeu aussi. Enfin, personne n'est obligé d'aimer ça ou d'être d'accord. Mais nous, on estimait que ça avait sa place dans le jeu et qu'on ne prendrait pas ça au sérieux. Donc voilà, on a choisi un nom long et compliqué, mais qui nous amusait. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce bar à jeux? Au départ, je pense qu'on avait tous et toutes une vraie envie de faire découvrir ce qui existait comme jeu de société, et en particulier jeu de société adulte. Alors ça va faire un peu discours de vieux. Euh, du coup, mais c'est le cas. C'était il y a pas loin de 30 ans maintenant. Et du coup, en termes de jeux de société, il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs français, ni même francophones d'ailleurs. C'était très limité. L'offre en français était pas grosse et la plupart des jeux intéressants, jeux de l'année et autres, étaient en allemand et pas forcément avec des règles qui étaient traduites de manière amateur, diffusées en ligne ou qu'on bricolait nous-mêmes. Donc c'était vraiment pas quelque chose qui faisait partie de la culture du jeu adulte en France. Je pense que notre première motivation et impulsion était vraiment de faire découvrir, enfin, et de montrer la grande quantité de jeux chouettes pour adultes qui existaient.
et de sortir des quelques classiques qui étaient connus à l'époque. Et du coup, bah, ça, au départ, pour des questions de moyens, ouais, pratiques, c'est des choses qu'on avait commencé à proposer à des bars traditionnels, à des bars pas spécialement associatifs, de venir animer une fois de temps en temps une soirée jeu, d'arriver avec un stock de jeux et de proposer aux gens gratuitement de jouer pendant qu'ils buvaient un coup. Ce qu'on a aimé faire et qu'on trouvait chouette, et les retours étaient bons de gens qui trouvaient ça drôle et qui trouvaient ça vraiment bienvenu de découvrir ce qui existe. Euh, et petit à petit, nous, on a eu envie d'avoir un lieu pour faire ça en n'étant pas à cavaler avec le stock de jeux en permanence, un cadre de bar qui soit d'une part pas chez nous et soumis à un certain nombre d'autres contraintes. Donc on s'est dit, pourquoi pas tenter d'avoir du coup, un tout petit local et de proposer un format où les gens viennent spécifiquement pour boire un coup et jouer en même temps, que ce soit pas mélangé autour d'autres choses. Voilà, du coup, on avait d'une part, c'est toujours difficile de parler au nom des autres, mais je pense en tout cas pas de grosse motivation à en faire une activité professionnelle. Il y a, en plus, à l'époque, à mon avis, aucun espoir et aucune idée que ça puisse l'être un jour. Et je pense aussi, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, mais j'étais pas le seul, que en termes de valeur, de dynamique collective, voilà, de fonctionnement, le format associatif était un truc qui nous faisait envie et on a toujours défendu le fait d'être dans une vraie association en termes de vie démocratique et de fonctionnement. Et le bar, du coup, vous l'avez créé quand? Tu te rappelles la date ou pas du tout? Non, pas exactement. Il a fêté ses 20 ans cette année, je crois. Ça fait plus de 20 ans. Un an près, ça doit être quelque chose de ce ordre-là, ouais. Ouais, peut-être dans les années 2000, quoi. Ah oui, oui, de toute façon, oui. Oui, oui. Un peu après 2000, je pourrais retrouver mes deux têtes, je ne l'ai pas. Non, non, moi, je m'en fous, je triche, c'est resté. Moi, je suis resté CA, moi, je m'en fous, je triche une dizaine d'années. Encore à peu près à la louche. Enfin, au CA et au bureau une dizaine d'années, comme l'essentiel des autres membres fondateurs et fondatrices. Voilà, en gros, moi, je suis resté jusqu'à m'être assuré que ce soit repris par un collectif et notamment un CA qui renouvelle vraiment et qui reprenne en main pour en faire quelque chose à leur source. Voilà. Autour de ce moment-là, globalement, tous les anciens et anciennes ont laissé la place à une nouvelle équipe. Ce qui, moi, m'allait très bien faire, ça faisait tout à fait partie de mes objectifs. Et de coup, bah, depuis ce temps-là, ça tourne très bien, mais complètement sans nous, parce que moi, là, euh, pour d'autres raisons aussi, mais là, j'y ai plus remis les pieds ces dernières années. Je suis resté adhérent très longtemps, puis là, j'ai décroché un peu. Donc, de ce point de vue-là, non, c'est complètement transmis, et moi, je suis plus du tout dedans. Ok, donc tu as toujours travaillé à côté et puis dès que tu avais du temps, tu allais dans l'association. Oui, oui, oui. En tout cas, les premières années, j'y suis allé beaucoup le temps que ça démarre, et puis après, c'est vrai qu'on a eu de plus en plus de bénévoles et d'autres gens motivés, et on a pu petit à petit transmettre ça à d'autres et avoir un vrai gros collectif. Parce que les premières années, on l'apportait beaucoup à quelques-uns et quelques-unes et c'était beaucoup de temps. Et autant le projet a toujours été un truc qui nous faisait envie, autant je pense qu'on avait, pour aucun d'entre nous, l'envie d'y passer toute notre vie. On avait envie d'un truc collectif et qui fonctionne, et notamment sans nous. Donc, c'est ce qui s'est passé. Enfin, pour le coup, c'était vraiment l'enjeu, hein. Parce que du coup, le bar, bah, je pense qu'au début, il devait pas être ouvert tout le temps. Et là, je me rends pas compte il est ouvert un peu tous les soirs. Ça dépend des bénévoles. Ouais, ça dépend des bénévoles, normalement presque tous les soirs. Et là encore, sur l'actualité récente, comme je disais, moi j'y suis plus, donc ça faudra demander à des gens qui s'en occupent actuellement. Quand on a commencé au tout début, on devait être à, je sais plus si c'était peut-être 3 ou 4 soirs par semaine. Je pense que c'était 3 au début. Je pense que c'était jeudi, vendredi et puis samedi, après-midi et soirée. Et je pense, rapidement, on est passé à 4. Et puis oui, ensuite, une fois que ça a été lancé et que ça a fonctionné, et notamment qu'on a eu un local plus grand, on était à 6 jours par semaine. Et ça doit être encore à peu près le cas, moyennant les dispos, des bénévoles. Vous Euh, avez déménagé? ouais, on a déménagé parce qu'on a commencé, bah, comme on n'avait aucune certitude de si ça allait marcher ou pas. On a commencé dans un local tout petit et du coup pas cher, qu'on a retapé, qui faisait je ne sais plus quelle surface. La surface au sol, je sais pas, on devait être à 15 mètres carrés maximum, avec une petite mezzanine. Parce que n'ayant aucune idée de comment ça allait fonctionner et aucune expérience de signer un bail commercial, de gérer ce genre de choses, on avait visé un truc pas trop risqué.
Ouais, c'était complètement expérimental, ouais. On est parti motivé, mais sans manière. Alors, le but n'a jamais été de faire ça de manière professionnelle, mais en termes de qu'est-ce qu'on avait anticipé et calculé, on était un peu au minimum, ouais. Voilà, on avait compté vite fait sur un coin de table que si on avait une centaine d'adhérents et qui venaient un peu de temps en temps, au moins payer le loyer, et on était à peu près là-dessus comme anticipation. Plus combien d'adhérents, mais beaucoup, beaucoup plus. Ouais, t'arriverais pas à donner un chiffre à peu Je sais près. pas à quelle vitesse ça a augmenté. Sur l'ancien local, je sais pas. Sur l'ancien local, je pense qu'on est monté à 2 ou 3 000 annuels. Et le nouveau, il me semble qu'ensuite, on était plutôt à quelque chose de stable autour de 4 000. Maintenir, c'est ça. Pour vérifier, mais c'est cet ordre de grandeur-là, en tout cas. Voilà, c'est à peu près la limite, parce qu'après, juste, il n'y a plus de place pour les accueillir. Donc oui, c'est allé assez vite. Enfin, la première année, on était bien, à bien plus que ce qu'on imaginait. Et ensuite, ça s'est révélé raisonnablement stable. Et du coup, effectivement, on était très limité par l'espace qu'on avait simplement pour accueillir des gens, parce que c'était tout petit, on n'avait pas beaucoup de tables. Et du coup, une fois qu'on a été un peu sûr de notre coup, c'est-à-dire un peu sûr que c'était stable, que on avait un peu de trésorerie d'avance et qu'on était encore motivé, on a cherché un autre local qui est le local actuel, Ok. qui était beaucoup plus grand. Là encore, je ne sais plus de la surface. Enfin, c'est un local, un peu grand local de boutique. J'ai peur de dire une connerie, mais je dirais qu'on est plutôt sur 50 mètres carrés. Du coup, on met raisonnablement des tables pour jouer. Et la question s'est posée ensuite à d'autres époques de viser encore plus grand. On s'est dit non, d'une part pour des questions d'ambiance, euh, et puis d'autre part, c'est que plus il y a de tables et plus il y a de gens, plus il faut de bénévoles. Et qu'il y a un temps, déjà d'avoir 2 personnes chaque soir pour assurer les permanences, accueillir les gens, expliquer les règles. C'est déjà une vraie organisation. Et comment tu choisis les jeux que tu proposes dans ton bar? Enfin, quand, à l'époque, du coup. Comment je choisis en demandant aux gens? Bah, non, mais ça dépend vachement. Ça peut être en demandant aux gens ce qu'ils connaissent et qu'ils aiment déjà bien comme jeu et en tapant dans des trucs qui, en termes de mécanisme, nous ressemblent. Ça peut être aussi des jeux que nous, on trouvait chouettes et qu'on avait envie de mettre en avant et dont on faisait la pub. Et puis, il y avait aussi régulièrement des gens qui prenaient des jeux au hasard et qui demandaient de les expliquer. Donc, Il y avait un peu de tout. oui, sans avoir une règle spécifique. Pour le coup, j'ai eu la chance de faire partie des gens qui ont fondé ça, mais ça a toujours été des fonctionnements collectifs. Donc, qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux. On est limité par l'espace de stockage, mais qu'il y en a plein les murs. Mm. Bah, que c'est une vraie, c'est peut-être ça le plus important pour moi, que c'est une vraie dynamique associative. C'est-à-dire, pour le coup, c'est pour de vrai animé par des bénévoles, avec des commissions thématiques pour faire plein de choses. Et que moi, je crois que ça se sent, enfin, ça se sent quand on est dedans, mais quand même, quand on est de passage, pour moi, en termes d'état d'esprit, il y a vraiment un truc qui n'a aucune ambition commerciale et aucun enjeu de viabilité ou de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit, enfin, que ce soit des coups à boire ou des jeux. Euh, voilà, et avec du coup aussi une diversité dans les manières d'accueillir les gens, les jeux qui peuvent être aimés par les bénévoles, parce que les bénévoles, ils sont variés. Du coup, ça, ouais, pour moi, c'est un truc important. Et on a toujours fait attention à maintenir ça, c'est-à-dire à maintenir une vie associative qui a du sens. Et du coup, à encadrer beaucoup, il y a, depuis longtemps maintenant, il y a une salariée, mais on a beaucoup cadré toujours pour que les fonctions assumées par la salariée ne soient en aucun cas des fonctions assumées par les bénévoles. C'est-à-dire que ce que fait la salariée, c'est enfin, la démission tout à fait utile pour l'assaut, mais qui ne se recouvre pas avec ce que peuvent faire les bénévoles. T'arriverais à donner des exemples de ce qu'elle peut faire et par rapport aux des bénévoles ou... Et en net, elle fait des trucs chiants. Non, mais enfin, elle fait des trucs chiants. Euh, Pas que, mais quand même, elle fait beaucoup la gestion de stock, de réassort, d'approvisionnement, les aspects administratifs, la gestion de la comptabilité, des aspects contractuels, l'entretien du local. Mm. Pas les trucs les plus sexy et du coup c'est pas du tout elle qui fait pour le coup l'accueil des adhérents et des adhérentes, les explications de jeu, l'animation des soirées. Tu sais à peu près il y a combien de jeux de société maintenant ou pas du tout? Maintenant je ne sais pas. Non, maintenant je ne sais pas parce que ça change tout le temps. On avait largement passé les 1000 la dernière fois que j'avais regardé. Euh, Actuellement je n'en sais rien. Il y en avait sur tous les murs. Partout on arrivait à en mettre, ouais,
tout en essayant de garder une ambiance un peu accueillante et des jeux un peu accessibles aussi. Mais il y a du tri régulier, hein. Voilà, régulièrement, comme dans les bibliothèques, régulièrement, il y a du tri et des jeux qui sortent. Parce que du coup, comment vous commandez, enfin, où est-ce que vous commandez les jeux de société? Et ben, du coup, si vous faites du tri, est-ce que vous donnez les jeux à des associations ou comment ça se passe tout ça? De l'époque où j'y étais, on les a toujours achetés dans les boutiques lyonnaises pour contribuer à ce qu'elles vivent toujours et en répartissant entre les différentes boutiques pour garder des bons contacts avec tout le monde et puis que voilà, toutes ces boutiques puissent vivre correctement. Je pense que c'est plus ou moins toujours le cas, mais j'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup plus qu'à l'époque des éditeurs qui envoient peut-être un peu plus de jeux pour les tester, pour les faire connaître. Mais je ne suis pas à jour là-dessus. Prix de jeu, oui, quand il y a du prix de jeu, en général, c'est du don selon ce qu'on prie à d'autres assos, structures de jeux ou en France ou Il n'y a n'importe. jamais eu une histoire de partenariat avec les éditeurs ou autre? Non, de partenariat, non, mais parce que, enfin, là encore, si ça se trouve, ça a changé, mais je ne crois pas. De partenariat, non, non, parce qu'on a toujours revendiqué justement une dimension associative et du coup indépendante. Et on n'a jamais eu de finalité commerciale ou financière, donc ça n'a, de mon point de vue, pas tellement de sens. Autant de tester tous leurs jeux et éventuellement de les recevoir pour les tester et les mettre à disposition, bien sûr. Enfin, ça a toujours été l'idée de faire connaître et de montrer les jeux qui existent. Mais je ne vois pas ce qu'on aurait à proposer et surtout quel intérêt on pourrait avoir sur du partenariat éditeur. Et au sein de cette association, donc ça a toujours été un bar avec les boissons, ou est-ce que peut-être la nourriture est venue après ou... Enfin, la logistique, on dit aux gens de ne pas le renverser sur les jeux. Au-delà de ça, les boissons, oui, il y en a depuis le début, parce que financièrement, c'est ça qui permet d'équilibrer et de faire fonctionner l'association. Je regardais une adhésion qui est à 6 euros depuis la deuxième année de fondation de l'asso. Alors tu finances une partie, mais le reste, c'est sur le bar que ça permet de tourner et de faire fonctionner ensemble. Donc oui, il y a un bar depuis le tout début qui est allé en s'améliorant puisque une fois qu'on a eu suffisamment de volume, ensuite il y a eu une tireuse pour la bière, et ensuite, et je crois que c'est encore plus le cas maintenant, on a essayé de passer plutôt sur de l'approvisionnement local, que ce soit sur les bières, les jus de fruits, etc. Donc la carte évolue aussi au fur et à mesure, il y a des commissions de bénévoles pour ça, au fur et à mesure que des gens ont envie de se coller à chercher de nouveaux approvisionnements et à mettre en place la logistique pour, ça évolue largement. Et en termes de bouffe, c'est trop compliqué. Simplement de contraintes, enfin de réglementation sanitaire et de contraintes sur ce qui est nourriture. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait au-delà de 3 barres chocolatées à certaines périodes. Mais l'aspect restauration, pour le coup, c'est un autre métier. Et tu sais, c'est au bout de combien de temps que la première salariée, donc vous avez pris une première salariée au sein de l'association ou pas trop? Ça dépend qui. Moi, je n'avais jamais spécialement projeté ça de manière très ferme. Au bout de quelques années, et je ne peux pas faire mieux sans avoir les docs sous la main. Ok. Je sais pas, je dirais 3 4 ans, mais Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la création et la gestion du bar? Et si oui, bah, comment vous les avez surmontées? on a dû apprendre comment ça marche un bail commercial, comment voilà, ça marche, etc. Alors, c'est des difficultés, ça n'a pas été des blocages, mais c'était des trucs qu'on ne savait pas faire et qu'il a fallu qu'on se renseigne et qu'on apprenne et qu'on se rassure un peu sur le fait que c'était faisable. Après, il a fallu, comme on démarrait avec le tout petit et pas de sous, bon, on a fait plein de travaux de réaménagement nous-mêmes. À partir du moment où c'est fait en collectif, je trouvais ça plutôt rigolo. Non, c'est pas un truc qui m'a été difficile. On aurait pu avoir une difficulté en termes de stock de jeux, mais on avait la chance à l'époque d'être en association, en partenariat, en association avec une autre asso de jeux qui s'appelle Etcetera, car mon frère n'aime pas les épinards et qui nous mettait son stock de jeux à dispo, ce qui sur les premières années a permis de démarrer sans avoir à se questionner là-dessus. On a eu quelques inquiétudes, mais de convocation, notamment auprès de la police, parce que bar associatif, la question se pose d'être en concurrence déloyale ou pas avec des bars dont c'est le métier. Donc voilà, donc on avait été invité par la police pour nous rappeler qu'il ne fallait pas qu'on soit en concurrence directe et qu'on fasse attention. Mais ça n'a pas eu plus de conséquences que ça, si ce n'est nous alerter un peu. Et du coup, quels ont été tes projets, toi, en tant que joueur après cette association?
et un peu en même temps pour le coup. Moi, au niveau professionnel, j'avais testé l'usage de jeux dans le cadre du musée où je bossais euh, pour essayer d'utiliser de manière un peu maligne du jeu pour faire de la transmission de contenu, de la formation, de l'animation, etc. Et j'ai fini par me mettre à mon compte pour faire ça, et ça fait 15 ans que je fais des choses autour de ça. Moi, j'ai démarré vraiment autour de l'idée du jeu comme outil de formation, comme outil de transmission. Ce que j'ai fait, passer un temps, et voilà, j'ai développé un certain nombre de trucs là-dessus. Et depuis, je fais encore un peu ça, mais j'ai rencontré les réseaux d'éducation populaire de centres sociaux, MJC, Page and Travailleurs, etc. Et ça a été un coup de foudre professionnel. Et du coup, je continue à bosser un peu avec du jeu, mais je bosse surtout sur les contenus d'éducation populaire et métiers d'animation et de transformation sociale, avec du jeu, toujours dans l'idée d'utiliser comme outil pour faire groupe et voilà, pour constituer les groupes dans les temps d'animation et comme outil pédagogique sur un certain nombre de contenus que je transmets en formation. Ok. Et du coup, tu participes aussi au festival ou pas trop? Non, plus trop. Trop, genre, je l'ai fait un peu quand j'étais sur moi, quand je triche. Moi, je joue moins pour moi. Je fais toujours beaucoup jouer dans mon métier, mais moi, je joue moins. Le format festival m'a jamais, moi, passionné. Et du coup, là, non, j'y trouve beaucoup d'intérêt. Donc, une fois de temps en temps, sur Lyon, je passe voir pour dire bonjour aux collègues, mais c'est pas beaucoup mon terrain. Ok, donc tu as beaucoup de jeux de société chez toi. Oui, beaucoup trop. J'ai des problèmes de place. Non, 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 la majorité est à la cave actuellement. Et la cave est pleine. Donc, oui, ça, j'ai des problèmes de stockage. Comme en ce moment, je joue pas beaucoup, ou alors à des jeux pour petits-enfants, ça va, le fait que les jeux soient à la cave, ça ne pose pas tellement de problème. Enfin, pas tous, il y en a encore beaucoup ici. Quel est ton type de jeu que tu préfères jouer? Moi, j'aime tous les jeux. Ça dépend à quelle dose et de quelle manière, mais j'ai pas un style de jeu, j'ai pas un style de jeu vraiment de préférence. Je peux tout apprécier selon les moments et selon avec qui je joue. Je pense qu'au fil du temps, j'ai un peu perdu le goût des gros jeux à cube en bois, il n'y a pas si très longtemps, mais c'est pas pour ça que j'en ferai pas de temps en temps. Et c'est pour ça que bah, souvent je pose la question, quel est ton jeu du moment? Parce que comme tu le dis, bah, pendant un temps, on peut jouer beaucoup à ce jeu, puis après s'en lasser, repasser à un autre et après revenir dessus. Enfin, je sais pas si j'ai un jeu du moment, parce que comme je disais, entre des questions d'enfants et des questions de travail, je joue pas tellement pour moi ces derniers temps. Donc j'ai des jeux du moment, mais ce sont plutôt les jeux auxquels je fais jouer les autres en ce moment. Et dans mes derniers, il y a Spacey, il y a Modi Modi. Pardon, je regarde mon étagère. Et That's Not a Hat. C'est les trois derniers dans ma rotation de choses que je propose en animation. Mais c'est très orienté par le fait qu'en animation, je propose surtout du petit jeu pour démarrer là. Voilà. Et si je reste dans le cadre, pour de vrai, ce que j'utilise dans le cadre professionnel, mes deux autres incontournables, les trois, tiens, trois maintenant. C'est Timeline, parce que j'en adapte plein de versions pour raconter des trucs avec. C'est Kit ou Double, pour les mêmes raisons. Et c'est Feelings, en particulier les dernières boîtes sorties là, spécifiques enfin, pour le travail socio-éducatif, addiction et harcèlement, que je trouve vachement bien. Un rapport au sujet qui vous amène à un débat. Ouais, un débat, des apports, ouais. Ouais, donc les jeux, ça permet aux personnes de pouvoir s'exprimer et en fait, vraiment le côté éducatif et partager ce qu'on pense, quoi. Oui, oui, oui. Et voilà, et éventuellement apporter des choses ensuite. Mais moi, je pensais à beaucoup comme ça. Parce que bah, je crois que c'était au Festival de Cannes, pardon, qu'il y a eu des conférences sur qu'est-ce que le jeu il peut apporter. Et bah, je voulais rebondir avec toi sur bah, qu'est-ce que le jeu peut nous apporter. De manière générale, et notamment moi, dans mon vécu de joueur, m'importe le plus et ce qui m'amuse le plus, c'est que le jeu, c'est une espèce de liberté où on peut tout se permettre, où on peut tester les trucs, où on peut être autrement. Ça, c'est toujours un truc que j'ai bien aimé et inventer n'importe quoi. Ça, moi, je trouve ça hyper, d'une part agréable et d'autre part hyper important de s'entraîner à être libre. Euh, Mm. Ça, moi, j'aime bien. C'est un des aspects du jeu que je trouve réjouissant. Et puis, dans un cadre, mais là, on est vraiment dans mon cadre professionnel, moi, j'aime bien le jeu parce que ça permet, pour de vrai, de casser les statuts entre les gens et de mettre les gens à égalité.
et de se rencontrer sur un autre terrain que le terrain classique avec tous les jeux et codes sociaux traditionnels. Alors, pas d'en sortir complètement, mais ça permet quand même symboliquement bien de réduire l'impact de ça. Et ensuite, avec certains jeux, dont ceux que je me mets, donc des petits ou doubles de timeline, je trouve que ça permet de se confronter et s'approprier à des savoirs, avec des savoirs et des contenus d'une manière qui soit pas chiante, d'une part, et pas intimidante. Et qui soit justement pas dans la transmission de la part d'un sachant de manière très descendante. Et ça, c'est un levier, moi, qui m'importe d'un point de vue pédagogique, justement, de m'en servir comme point d'entrée pour faire ce genre de choses-là. Ouais, ça permet de mettre en lien tout de suite les personnes sans qu'il y ait un blanc, en fait, et de partager quelque chose ensemble, quoi. Oui, ça ouais, dans un premier temps, oui. Et après, enfin, avec Tikili, par exemple, j'utilise beaucoup, d'aller vraiment se confronter à ses propres représentations sur des contenus qui relèvent du savoir, mais voilà, mais sans se stresser, et sans avoir l'impression de passer un examen, et de partager ça et de pouvoir avancer à partir de ça, et de pouvoir corriger nos représentations, les compléter et apprendre des trucs. Ça permet aussi de ressortir nos émotions. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses, parce qu'il y en a qui font ça dans des escape games où il y a des entreprises qui viennent et justement, bah, le but, c'est de regarder un peu ce que chacun est capable de faire, quoi. Moi, ça me fait chier à différents titres, mais par rapport au jeu spécifiquement, pour moi, là, on est vraiment dans de la manipulation et dans instrumentaliser les jeux à des fins de management, ce qui est un truc que moi, j'aime pas. Non, mais enfin, c'est parce qu'en termes de valeur et d'objectifs, c'est pas des trucs auxquels moi je souscris. Et je trouve qu'il y a quelque chose ensuite dans la manière dont le jeu est utilisé qui est fondamentalement malhonnête. Euh, Mm. enfin, et moi, enfin, en termes d'éthique notamment, enfin, moi, je trouve ça important pour que le jeu reste vaguement du jeu et que tu sois pas vraiment. À observer, quoi. Vaut mieux que tu joues franco et qu'il n'y ait pas forcément quelqu'un qui est derrière toi en train de t'analyser, quoi. Oui, puis le jeu, pour moi, le jeu fonctionne, si on est dans les trucs très basiques, le jeu fonctionne à partir du moment où les joueurs et les joueuses y adhèrent et font la démarche volontaire d'y venir. Du coup, pour que ce soit effectivement du jeu, pour moi, faut que leur adhésion, elle soit pour la bonne raison. Mm. Plus que voilà, d'être surtout sur le terrain du mensonge et de la manipulation pour évaluer les gens, pour machin, etc. Je trouve que c'est un contresens fondamental sur ce qu'est le jeu. Enfin, de la même manière, je trouve qu'il y a un certain nombre de mauvais jeux pédagogiques qui font pas le job parce que c'est pas du jeu et les gens le savent. Alors c'est sûr que entre passer une évaluation ou suivre un cours et faire un mauvais jeu pédagogique, globalement, ils vont me dire que c'est cool de faire un jeu et que c'est super, mais c'est souvent, enfin, des formats que moi je trouve mal foutus. Enfin, Mais tu as des noms en tête de mauvais jeux pédagogiques? jeu pédagogique, bah, tu prends n'importe quel jeu de loi ou jeu de cette famille pédagogique, tu as un choix pléthorique. Moi, j'ai une collection de mauvais jeux de cette famille. C'est des mauvais jeux pédagogiques. Enfin, Parce que c'est trop de hasard? déjà, le jeu de loi, fondamentalement, c'est même pas un jeu quand tu as passé les 8 ans, parce que tu n'as aucun choix dans un jeu de loi. Donc, tu peux pas vraiment dire que tu joues. Enfin, il se passe un truc, mais tu n'as aucun levier d'action et une activité dans laquelle tu n'as aucun choix, pour moi, ne peut pas être du jeu. Mais ça, bon, on est dans les définitions théoriques du jeu, mais ça, je pense que c'est quand même un truc assez fondamental. Du coup, faire jouer des adultes au jeu de loi, mais juste, ils se font chier, hein. Enfin, par-dessus, tu rajoutes deux, trois bouts de quiz qui sont finalement des interros déguisés. Ça fait pas un jeu. Ça fait des contenus pédagogiques présentés d'une manière qui peut faire espérer que ce soit un peu moins chiant, mais c'est pas un jeu. Plus ou moins le même genre de problème avec les sept familles pour rester dans le grand classique. Alors, cette famille, ok, c'est un jeu. Là encore, quand tu es adulte, c'est pas le jeu le plus passionnant du monde, hein, mais c'est un jeu. Et par contre, le problème que j'ai sur le jeu de cette famille en tant que jeu pédagogique, c'est que dans le jeu de cette famille, le mécanisme de jeu, c'est absolument pas quelque chose qui t'amène à te poser la question de ce qui est écrit sur les cartes. Ta seule préoccupation du fait du mécanisme de jeu, c'est où est la carte qui me manque, importe ce qui est écrit dessus. Du coup, le fait de coller des contenus sur, j'en sais rien, le tri des déchets, ce que tu veux, les grandes familles, les rois de France, sur un jeu de cette famille, les joueurs et les joueuses, quand ils jouent,
ont absolument aucune motivation avec l'intérêt à regarder le contenu qu'il y a dessus. Et peu importe, c'est de 1 à 7, et peu importe ce qu'il y a écrit en dessous. Du coup, le mécanisme du jeu n'est pas du tout en adéquation avec ce que tu veux transmettre comme contenu. Du coup, ça fonctionne pas. Du coup, qu'est-ce que tu penses des jeux en ligne? Si on parle de jeux de société en ligne, euh, ouais, c'était longtemps, mais j'en avais testé sur, j'ai oublié le nom des plateformes. Moi, je trouve ça chouette quand t'as pas, enfin, pour des gens qui sont loin et que t'as pas l'occasion de jouer autrement, je trouve que ça te fait un remplacement. Après, je trouve pas qu'on y trouve du tout les mêmes choses qu'en jouant en vrai. Enfin, pour ça aussi, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel, que je tiens à du jeu où on se voit en vrai, c'est que je trouve qu'en termes d'échange social, d'ambiance, enfin, il se passe tout autre chose quand on joue en vrai. Alors, tu peux en remplacer un bout en faisant ça en ligne, mais ouais, tu as un bout de communication orale un peu contraint, mais tu restes face à un écran. Du coup, je suis pas contre du tout sur le principe. Je trouve que ça fait quand même pas le job aussi bien que de jouer en vrai. Le jeu pédagogique, strictement. Ouais. Bah, pour moi, le critère premier, ce serait que le mécanisme de jeu colle au contenu, c'est-à-dire que les choix que te demande de faire le mécanisme de jeu t'amènent à te préoccuper naturellement du contenu. Ça, pour moi, c'est le premier critère, c'est que du coup, ça sert à quelque chose que ce soit un jeu. Enfin, ce que tu manipules par le mécanisme de jeu, c'est bien les contenus qui ont un intérêt. Et après, il faut que ce soit un vrai jeu, c'est-à-dire faut que ce soit des mécanismes, un rythme, un type de jeu qui colle avec ton public, auquel ils prennent un minimum de plaisir. Ce qui fait que c'est pas simple de construire ça de manière correcte. Mais je vais résumer en deux critères sur du jeu pédagogique, ce serait ça. Toi, quelle est la définition que tu donnerais à un joueur? Un joueur ou une joueuse, il y en a de toutes sortes, ce qui est tout l'intérêt d'ailleurs. Autant il y a des profils de joueurs surpassionnés et qui sont peut-être très centraux et très visibles dans un certain nombre de réseaux de jeux, notamment jeux de société. Mais je ne crois pas que ce soit ça, le joueur. Les joueurs et les joueuses, il y en a vraiment tellement de différents pour tellement de raisons. Tout le monde peut être joueur ou joueuse, et enfin, et je dirais même que quasi tout le monde l'est, avec des types de jeux différents, des manières de jouer différentes, mais je pense que tout le monde l'est. Et du coup, le bon joueur, pour moi, c'est très subjectif. Le bon joueur, c'est quelqu'un qui joue suffisamment comme toi pour que tu t'amuses avec. Et pourquoi tu penses que tout le monde l'est? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne jouent pas. Il y en a, bref, il y en a, mais pas tant que ça. Parce que des gens qui ne jouent ni sur leur téléphone, ni à des jeux de paris, ni à des jeux d'argent, ni à des jeux de cartes, ni à des jeux de société, ni à des jeux vidéo, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est juste qu'on joue à des jeux sur des registres différents, dont certains sont très reconnus comme des vrais jeux de joueurs et d'autres moins. Mais la grosse majorité des gens jouent en se disant qu'ils aiment pas les jeux et qu'ils jouent pas, que les formats auxquels ils jouent sont pas reconnus comme tels. Mais je pense pas qu'il y a tant de gens que ça qui ne jouent pas du tout. Ça m'est déjà arrivé avec des amis. Moi, je ne joue pas. Puis en Ouais. fait, on joue avec des amis à un jeu de société. Puis en fait, elle s'intègre, elle est intéressée. Puis en fait, elle va jouer. Donc, Oui, ça en plus, enfin, en plus, après, même des gens qui prétendent ne pas aimer les jeux et ne pas aimer jouer, dans la plupart des cas, dans l'expérience, c'est qu'ils aiment pas jouer à certains formats de jeux un peu classiques et qu'on leur a jamais proposé que ça, et que d'autres formats de jeux vont au contraire tout à fait les amuser et leur plaire, hein. Mais après, enfin, selon les personnes et ce qui nous a été transmis, on se sent plus ou moins légitime à jouer et à assumer qu'on joue. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on s'y autorise ou pas? Tout le monde ne va pas répondre à la question de la même manière. et Ouais. du coup, je remercie Thomas de m'avoir donné tes coordonnées parce que c'est grâce à lui que qu'on est là. Il me disait que tu connaissais beaucoup sur l'histoire du jeu, du jeu de société. Ah, disons que c'est des trucs sur lesquels, enfin, qui m'ont intéressé, sur lesquels, du coup, moi, j'ai lu, je me suis documenté bah, parce que j'aime bien lire des livres et quand il y a un sujet qui m'intéresse, je pose un peu. Donc oui, j'ai lu un certain nombre de choses là-dessus et j'ai essayé à certaines époques de les transmettre un peu. Sur l'évolution du jeu de société. Justement, le jeu, ça t'a intéressé. Enfin, quels sont les bouquins que tu as lus et que tu vois une évolution de comment le jeu a évolué en fait. Honnêtement, ce qui m'a moi le plus intéressé, c'est plutôt des choses plus anciennes. C'est plutôt d'où ça vient le jeu, comment ça s'est constitué et les familles de jeux. Parce que sur l'évolution récente, sur les années 2000, etc., on peut en faire un bout. Déjà, il n'y a pas eu grand-chose d'écrit sur l'histoire récente. Enfin, il y a eu des bouts d'histoire thématiques sur l'industrie du jeu de rôle, etc. Ça, il y en a un petit peu. Euh, et deux, trois bouquins, dont celui de Dominique Hénard, qui est vachement bien sur l'évolution du statut des auteurs et des autrices de jeux de société et la place du jeu de société. Du coup, ouais,
là, il y a deux, trois trucs intéressants sur le fait, en tout cas, si on reste dans le cadre français, qu'effectivement, depuis, en tout cas moi, l'époque où je commençais à faire pour de vrai de l'animation jeu, pardon, je remonte un tout petit peu en arrière. Euh, Pendant longtemps, dans le jeu de société, il y avait quand même pas vraiment de statut d'auteur ou d'autrice, ni de démarche vraiment un peu rapide. Il n'y avait pas beaucoup de démarches créatives, et il y avait une démarche qui était moitié bricolage et moitié d'objectifs commerciaux, enfin, et surtout les jeux qui sont aujourd'hui des classiques familiaux de Risk, de Monopoly, de Limp Pay, etc. On est quand même plutôt sur ce registre-là, si je suis un peu schématique. Et puis, depuis les années 60-70, et c'est parti par l'Allemagne beaucoup, et les États-Unis aussi d'une autre manière, est apparu petit à petit une dynamique avec des auteurs et des autrices qui essaient de se servir du jeu comme un médium un peu créatif et d'inventer des choses nouvelles. Bon, avec des écoles différentes, mais avec le même genre de logique. Et en France, ça a mis longtemps à nous arriver, ça. Autant dans la culture allemande, à partir des années 60-70 et des premiers jeux de l'année, premiers Spiel, il y a vraiment un truc qui devient culturellement normal en Allemagne que quand tu fais une soirée entre adultes, c'est des jeux de société. Alors qu'en France, c'était pas du tout le cas, à part certains milieux qui faisaient une partie de Scrabble ou un truc comme ça, mais c'était extrêmement restreint à certaines catégories sociales et certains types de jeux. Et les pratiques de sociabilité n'étaient pas du tout celles-là. Et du coup, moi, j'ai vu une grosse bascule pour le coup sur l'histoire récente, dans ce que j'ai vu directement, qui est qu'effectivement, il y a 30 ans, quand on commençait à faire de la diffusion de jeux de société, faire découvrir aux gens des jeux de société modernes. D'une part, c'était ultra majoritairement des jeux allemands et américains qu'on traduisait de notre côté. Et c'était des jeux que les gens ne connaissaient pas, enfin n'avaient pas idée qu'on puisse jouer comme ça et que ce genre de choses puisse être proposé. Et ouais, en 30 ans, ça a beaucoup évolué. Voilà, alors, des bars comme nous on l'a fait ont une petite contribution, mais je pense qu'il y a eu une vraie révolution chez les éditeurs et éditrices, d'aller dans un premier temps déjà aller pas mal traduire des jeux très réussis allemands ou américains principalement, et puis ensuite de développer un vivier d'auteurs et d'autrices qui ont ensuite proposé des choses beaucoup plus variées. Et aujourd'hui, c'est un peu une évidence, enfin, quand je vois les générations jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu une évidence que des jeux de société, il y en a plein et c'est normal d'en proposer dans des temps collectifs. Alors que, voilà, enfin, à l'époque où j'ai commencé ça, c'était pour un petit milieu de geeks ultra spécialisé. Donc ça, il y a une grosse évolution là-dessus et un très gros développement aussi commercial de la taille des éditeurs et éditrices, du volume que ça représente. Ça a été, ouais, ça va être un gros changement. Et du coup, d'où vient le jeu? Personne ne sait. Il y a du jeu. Non, mais aussi loin qu'on remonte en termes d'archéologie, en termes de culture humaine, il y a toujours eu des jeux. Vraiment, toujours, toujours. Pendant longtemps, les archéologues s'en sont complètement foutus parce que ça ne fait pas sérieux d'étudier les jeux. Mais plus on cherche, plus on trouve qu'effectivement, il y a des traces. Alors, les traces anciennes, c'est toujours compliqué parce que quand c'était des toupies avec des graines, ce que tu retrouves, c'est des graines. Donc, on n'a pas été motivé pour l'interpréter. Mais bref, aussi loin qu'on remonte, oui, on trouve des traces de jeux. Et il y a un certain nombre d'espèces animales où ils ont un pari parce qu'on ne peut pas leur parler, mais on peut que constater que certains comportements ressemblent complètement à du jeu. Donc, d'où ça vient, je ne sais pas, mais c'est visiblement constitutif du fait d'être humain et peut-être même du fait d'être un mammifère. Enfin, on pourrait pas donner de date en fait. Non, 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 parce que voilà, aussi loin qu'on trouve des traces de trucs qui relèvent de la culture, on trouve des trucs de jeu. Et ben du coup, est-ce que toi tu as créé des jeux? Alors, j'ai créé oui, j'ai créé des jeux qui sont pas des jeux diffusés commercialement. J'ai créé des jeux pour des commandes d'universités, de musées, d'associations, voilà, qui sont globalement destinés à transmettre des contenus et à discuter des trucs. Ok. Et au quotidien, je fais plus de l'adaptation de jeux existants pour les changer de thème ou les adapter à ce que je veux en faire que de la création de jeux. Ah, parce que j'allais te demander des conseils de comment créer un jeu.
aujourd'hui, vu le niveau d'exigence, je pense que c'est un vrai métier et qu'il faut demander à quelqu'un dont c'est le métier. Voilà, après, j'en ai des trucs un peu bateau à dire, mais que je pense absolument vrai. C'est créer un jeu comme écrire un bouquin, d'abord, mais il faut jouer. D'abord, il faut connaître plein de jeux. Mm. Ouais, il faut connaître ce qui se fait aujourd'hui, de la même manière que si tu veux écrire de manière correcte, il faut lire des livres. Enfin, voilà, c'est la même chose. Au-delà de ça, il faut demander à des gens, donc c'est le métier. Moi, je fais plutôt de l'adaptation et du piratage. Je fais pas vraiment je fais pas vraiment le travail d'auteur de jeu au sens où ça se fait aujourd'hui, de proposer un truc vraiment original et de le peaufiner et de l'équilibrer jusqu'à ce qu'il soit fini et qu'il soit au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui. Quoi. Ça, c'est cette partie du boulot, moi, je la fais pas. Comment sont créées certaines familles de jeux, qu'est-ce qu'on retrouve comme filiation, où est-ce qu'on retrouve des traces? Oui. Le jeu en tant que concept, Ou alors, comment a été créé le jeu de société? Juste le mot le jeu de société. il faut définir ce que c'est le jeu de société à ce moment-là, et ça va pas être facile. Autant on a des traces de dés, on a des traces de jeux type toupie à manipuler, on a des traces de jeux avec effectivement des quadrillages, des plus plateaux, ça dépend ce qu'on prend comme point de départ. Et puis le jeu de société, historiquement, aujourd'hui, on en voit surtout la partie commerciale et le travail des éditeurs. Historiquement, c'est plein de familles de jeux différents, qui ont des parcours différents et qui viennent de zones culturelles différentes. Donc, il y a pas un truc qui soit le jeu. Il y a des tas de manières de jouer, dont certaines avec des objets qu'on peut appeler des jeux, d'autres pas, et qui forment des familles. Enfin, ouais. Mettrait le nom sur ces différentes familles. C'est toujours un problème un peu infini de trouver une typologie pour les jeux. Il y a plein de propositions là-dessus, et je pense qu'il n'y en a aucune qui est vraiment satisfaisante, si on va faire une table générale. Moi, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est de regarder, c'est pas tant d'essayer d'avoir des catégories d'ensemble, c'est de regarder, parce que ça, je trouve ça rigolo, les filiations qu'il y a entre certains jeux et comment un mécanisme de jeu a pu être transmis et adapté et évolué. Et de voir, par exemple, comment des jeux de la famille du Sénet égyptien ont pu ensuite évoluer avec plein d'étapes vers les tablas actuels, vers le backgammon, etc. Et voir comment historiquement ça s'est transmis. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais, on peut se dire qu'il y a une famille de jeux là, il y en a d'autres dans d'autres zones. Il y a une très grande famille qui est celle de tous les jeux de Mancala, qui est le jeu de plantation avec des graines, dont on connaît surtout là où elle est par chez nous. Mais qui est en fait une famille qui couvre la moitié du monde et il y a des centaines et des centaines de jeux différents. Et de voir voilà, comment ça a évolué, comment ça s'est répandu, ça, c'est un autre truc que je trouve intéressant. Mais donc, soit on fait une typologie avec un millier de catégories pour chaque branche, chaque famille et chaque zone culturelle, soit faut retomber sur des catégories tellement générales que pour moi, elles disent pas grand-chose. Enfin, on peut se dire, il y a des jeux de hasard, hein, il y a des jeux de compétition, il y a des... Et ok, enfin, et pour le penser, oui, pour faire le tri dans ce qui existe, ça va être un peu large, quoi. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux joueurs? Ah, comme conseil de nos joueurs, je ne sais pas. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Non, mais surtout pour jouer. Un jeu pour s'amuser et en considérant que c'est pas sérieux et qu'il y a de la place pour tout le monde et toutes les manières de jouer. Bon, la triche si vous aimez ça. Mais pourquoi pas? Donc on peut tricher pour jouer. Ah bah, la triche, pour moi, la triche en soi, c'est un jeu. Pourquoi? En tout cas, les formes de triche, entre guillemets, de bonne aloi, c'est un méta-jeu. C'est jouer à est-ce que tu m'attraperas pendant qu'on joue à autre chose. Ouais, donc pour moi, c'est un jeu. Enfin, c'est une couche de jeu en plus. Ouais, on m'a jamais donné cette perspective, mais c'est vrai qu'elle est intéressante. Et du coup, toi, tu triches quand tu joues ou pas forcément? Non, moi, je triche peu. Avec ma fille, je triche pour perdre, mais c'est un peu particulier. Non, moi, je triche pas. Enfin, je triche pas. Non, je triche très peu et quand je respecte pas les règles, c'est plus pour le plaisir de faire n'importe quoi et d'inventer un truc idiot que d'essayer de gagner. Ouais. Ok, ok, ça marche. Ah, super, c'est un beau partage. Merci de partager ça avec nous.